à tous. On va continuer avec le deuxième accès qui vous est présenté. Vous en avez largement entendu parler depuis ce matin. Molab, c'est un des premiers accès qui a été mis à disposition au niveau des accès transnationaux, avec, avec FixLab, certes, mais en termes de visibilité, il y avait des accès transnationaux sur des plateformes fixes qui existaient par ailleurs. Je dirais l'originalité de ce qui avait été pensé dans le temps de l'Abstack et qui a pris sa forme au niveau des URTech, c'était cette plateforme Molab de laboratoire mobile avec la capacité de faire venir, et ce qui était une idée quand même assez originale, des outils avancés, donc disponibles dans la plupart des laboratoires, issus le plus souvent de développements instrumentaux spécifiques dédiés aux applications et aux besoins de l'analyse des objets du patrimoine, qu'ils soient objets de musées, artefacts archéologiques et outils in situ ou bien au niveau du patrimoine bâti, de façon à répondre de façon la plus complète possible aux interrogations, aux besoins de connaissances ou aux questions de restauration qui pouvaient se poser. Et donc, ça a été un des enjeux et une des originalités qui s'est mis en place avec un très fort succès. Donc l'idée, c'est bien d'avoir accès à une sélection d'instrumentation mobile permettant des mesures non ou peu invasives sur des objets, des collections, des sites, de façon à permettre un diagnostic multi-technique, mais surtout l'apport et ça a été mentionné aussi par David, un accompagnement avec des personnels qui ont des compétences sur les matériaux ou sur les questions qui peuvent être posées lors du dépôt du projet. Et ça, c'est un point crucial. C'est ce qui favorise l'aspect de co-construction qui a été évoqué et qui permet aussi d'avoir une motivation de l'ensemble des équipes qui vont intervenir, et c'est extrêmement important. Je dirais que c'est une dynamique que l'on veut accroître et qu'Ilian l'a très bien explicité, et à l'issue à la fois du questionnaire qui a été envoyé, mais aussi du retour de l'ensemble des équipes qui sont parties prenantes, c'était de s'assurer que tant d'un point de vue de la valorisation des éléments qui peuvent être produits, que de la mise en place des programmes de recherche auxquels on va participer, les équipes qui sont présentes puissent en tirer aussi un avantage direct, y compris pour leurs actions de recherche. Donc, ce Molab avait été créé en 2004 sur la base d'une collaboration entre le CNR, l'Université de Perugia et puis l'Opificio della Piazza. Et la France a rejoint ce Molab dans le cadre de Charisma avec le C2RMF et la partie, tout le monde était intégré d'ailleurs, le CNRS à ce moment-là, au travers notamment d'un premier système prototype diffraction X, fluorescence X, auquel participaient les équipes à leur mise en œuvre. Ensuite, il y a eu un certain nombre d'autres partenaires français qui ont rejoint le C2RMF, qui avait ouvert la voie dans le cadre d'Hyperion CH et de façon encore plus forte dans le cadre d'Hyperion HS. Donc, on rejoint le CRCC à l'époque avec notamment la mise en place au travers du projet de l'équipe Expatrimex, la possibilité d'avoir et de disposer de nouveaux outils avancés, que ça soit d'imagerie de D3D, que ça soit d'imagerie localisée. Et ça a aussi permis le développement de nouveaux outils particuliers, ou la mise en œuvre à disposition, y compris dans le cadre d'Hyperion CH, du terahertz qui avait été développé dans le cadre de Charisma. Donc en fait, ces projets avaient le double avantage, et on parlait des questions de JRA ce matin, et de continuité de JIRA, ou en tout cas d'action de recherche, Joint Research Activities en bon français, capacité de continuer à avoir des éléments de recherche dans le cadre des risques, c'est quelque chose qui a démontré en tout cas sa pertinence, puisqu'il y avait des outils qui étaient, il y avait aussi d'autres types d'éléments de recherche, mais des outils qui étaient développés dans le cadre de ces projets, qui étaient ensuite rentrés dans le panel et dans l'offre Molab, dans les programmes suivants. Donc cette dynamique assez vertueuse qui finalement
a fait non seulement la démonstration, mais a permis aussi d'aller chercher et de s'orienter vers des nouveaux outils non existants et qui répondent aux problématiques réelles. Donc, à l'intérieur de Molab, aujourd'hui, si on regarde le Molab français, on se retrouve avec 6 plateformes concernant le RMH, le C2RMF, le CRCC, le CICRP, le LAMS, le laboratoire d'archéologie moléculaire, le LAMS, je viens de le dire, pardon, le laboratoire des systèmes et applications de technologies de l'information et de l'énergie, et le laboratoire modèles et simulations pour l'architecture et le patrimoine, mieux connu sous le nom de MAP à Marseille. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces institutions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il y a une grande poussée, comme je signalais, dans le cadre du développement de l'équipe Expatrimex, avec notamment le développement du laboratoire mobile et du véhicule qui permet de se déplacer sur le terrain. On a une photo ici qui a été prise lors des les premiers tests in situ et de la mise en œuvre au château de Fontainebleau d'un certain nombre d'éléments de caractérisation sur différentes problématiques. Et on retrouve un grand nombre de personnes qui sont encore présentes aujourd'hui, qui représentent le cœur des personnes qui ont par la suite continué à travailler à la fois au niveau du Molab français que du Molab européen. On a été en rouge Christine, qui était toujours en rouge, voilà, qui était venu avec déjà le système hyperspectral, qui a été un des premiers outils en fait achetés avec. C'est les deux premières choses qui ont été acquises, ça a été le camion, le laboratoire, le véhicule et l'hyperspectral, et ça a été le premier à être mis en œuvre. Voilà. Donc aujourd'hui, évidemment, l'offre dans le cadre d'Eris France, elle est très largement en train de s'élargir. On est, comme vous l'avez vu, rejoint par un grand nombre de laboratoires, mais on va retrouver des instrumentations qui gardent des caractéristiques ou des spécificités. J'en veux pour preuve toujours un système de couplage de diffraction X, de fluorescence X, notamment offert par le C2RMF. Au niveau du LAMS, la possibilité d'avoir accès à la RMN Mouse, qui ne sont pas des outils qui sont comment dire, présents dans chacun des laboratoires, une grande possibilité d'avoir accès, notamment grâce au CRP, à tout un tas d'éléments de spectrocolorimétrie ou de mesure de couleur. Pas mal d'équipes proposent différentes versions de caméras thermiques ou thermographiques adaptées à différentes problématiques, micro, macro ou au bâti, avec différentes capacités de mise en œuvre. Donc, c'est plutôt intéressant. Tout un tas de techniques liées aux éléments acoustiques du côté SATI. Toujours évidemment cette approche de caméra hyperspectrale, d'imageur hyperspectral pour différents types d'applications. Rejoint aussi avec des outils d'imagerie du côté du MAP, avec cette plateforme de traitement et de visualisation de données géométriques. Alors, on pourra vous donner plus de détails, et si vous souhaitez en avoir, vous pourrez discuter avec Anthony Pamar qui est ici, avec la possibilité d'avoir des dômes permettant de faire de la photogrammétrie ou des systèmes adaptés à la prise d'objets un petit peu particuliers qui sont déjà en place, avec l'ensemble des éléments aussi de mise en traitement de données et, je l'espère, à terme, un certain nombre d'outils de visualisation de traitement qu'on pourra héberger via la plateforme Espadon, ce qui permettra à la fois de mettre en place des éléments un peu génériques, mais aussi de directement se mettre en état d'interopérabilité. Et puis, un certain nombre d'outils complémentaires qu'on va retrouver du côté du LRMH autour des questions climatiques, de mesures environnementales ou autres, et toujours à disposition des techniques telles que l'OCT, les outils développés tels que l'ellipsiframent ou les systèmes de microlipse. Et puis tout un pan qui a été développé dans le cadre là aussi de Patrimex autour des mesures acoustiques de terrain et d'un nouveau système qui est en cours d'acquisition et qui va bientôt être disponible autour du système de Gogno hyperspectral dans le proche infrarouge.
Voilà, alors juste pour résumer les éléments de cette offre, c'est 7 laboratoires, c'est 37 personnes qui sont engagées, ça vous donne un petit peu une idée, autour de 68 jours d'accès par an, avec, comme ça a été mentionné dans la présentation générique avant le repas, dépendant comment dire, des demandes et des lieux et des outils qui sont demandés, la prise en charge des frais de déplacement pour les intervenants, des frais d'hébergement et des éléments éventuellement reliés aux frais de maintenance ou de fonctionnement. Voilà. Euh, je vous remercie de votre attention. Évidemment, ces éléments-là qui sont développés sont intégrés aussi dans le cadre du projet Espadon au travers des éléments de traitement et de mise en interopérabilité des résultats. Et il sera intégré dans le cadre du cloud